Donc bonjour à tous et merci de votre présence nombreuse aujourd'hui. Je suis donc Barbara Vlaminck, la présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Donc nous allons commencer le discours. Monsieur le haut-commissaire, monsieur le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, madame la présidente du Congrès, monsieur le représentant de la province Sud, madame la représentante de l'Union européenne, madame l'ambassadrice de France pour le Pacifique, madame la représentante de la consule générale d'Australie, madame la consule générale de Nouvelle-Zélande, madame la past présidente WCEI-FCE, Suzanne, chers membres FCE, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, chers publics. Quel plaisir et quelle fierté de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer les 40 ans de notre délégation des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie. 40 années au service de la création de valeur pour la société calédonienne, grâce à notre travail, à notre engagement, à notre sens de la responsabilité économique et sociale et à notre leadership au féminin. Notre délégation FCE de Nouvelle-Calédonie est née en 1985 et elle s'inscrit dans la lignée d'un mouvement d'envergure, FCE France, créé en 1945 dans l'après-guerre par Yvonne Foinant, qui refusa de voir l'économie reconstruite sans les femmes. En effet, ces femmes avaient dirigé, pour certaines pendant les 2 guerres mondiales, des entreprises familiales lorsque leur conjoint, leur père ou leur frère étaient mobilisés. À la Libération, elles ont refusé leur exclusion du monde économique qu'elles avaient contribué à maintenir vivant. Elles ont ouvert la voie, affirmant avec force que la place des femmes est dans la gouvernance économique, la direction, la création, la transmission d'entreprises. Ce mouvement a connu une expansion rapide en Europe, puis est devenu un réseau international, FCE Monde ou FCEM. FCEM a un statut consultatif aux Nations Unies et au Conseil de l'Europe, et un siège notamment à l'Organisation internationale du travail. FCEM fédère aujourd'hui 120 pays et des milliers de dirigeantes sur les 5 continents, générant 5 millions d'emplois. Partout dans le monde, les FCE ont inspiré et inspirent encore des générations de femmes à entreprendre, à diriger, à se soutenir mutuellement, à transmettre et à s'engager pleinement dans la vie économique pour porter la voix et la vision des femmes chefs d'entreprise. Les FCE sont unis autour de 4 valeurs fondamentales: l'engagement, l'influence, la solidarité et l'audace. Ces valeurs, nous, les femmes ici en Nouvelle-Calédonie, nous les faisons vivre depuis 40 ans, grâce notamment à Madame Christiane Ayo, ici présente, à l'origine de la création de notre délégation locale. Chère Christiane, merci pour cette initiative inspirée et visionnaire. L'association est apolitique, intergénérationnelle. Le partage d'expérience et la bienveillance sont clés. Elle est destinée aux femmes actionnaires de leurs entreprises et employant des salariés. Elle limite le nombre d'adhérentes sans salariés et de femmes cadres dirigeantes. Chaque nouvelle candidature est validée collectivement par le groupe, garantissant ainsi l'unité, la bienveillance et la liberté de parole qui font la force de notre réseau. En Nouvelle-Calédonie, nous œuvrons à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des femmes, partager nos expériences et nous former sur les thématiques clés pour la gestion des entreprises et le bien-être de la chef d'entreprise, souvent mise à rude épreuve. Et nous œuvrons aussi à exercer des mandats dans les organisations patronales et paritaires, les chambres consulaires, les tribunaux du commerce. Le thème de cette journée, de pionnière à visionnaire, est un clin d'œil de cette transmission et de notre appartenance à FCE France, qui a célébré ses 80 ans cette année sur le même thème. Il nous invite à regarder le chemin parcouru, mais aussi à imaginer l'avenir. Comment continuer à innover, à inspirer et à transformer notre environnement économique et social? Une réflexion qui prend tout son sens en Nouvelle-Calédonie. Parce que les images parlent parfois mieux que les mots,
je vous propose de découvrir quelques images d'archives, puis un message de notre présidente FCE France, Madame Carole Gratz-Müller. Madame Foinan, vous êtes la présidente des femmes chefs d'entreprise. On parle beaucoup d'ailleurs de ces femmes chefs d'entreprise, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, toute femme qui prend la responsabilité d'une affaire, qui engage son nom, son argent, et qui risque de se ruiner ou de gagner de l'argent, mais qui travaille toujours beaucoup. Le seul mérite que je me reconnais, c'est peut-être, ayant été veuve très jeune, de m'être aperçue et d'avoir enregistré cette sorte de gang épouvantable pour la femme, un véritable sarcophage qu'est la solitude. La solitude aussi bien pour la femme employée, la femme salariée, que pour la femme chef d'entreprise, que pour toutes les femmes. Vous savez, l'autorité, non, je crois qu'il faut une certaine souplesse. Vraiment, la main de fer peut-être, mais dans un gant de super velours. Au fond, moi j'estime que dans le travail, les femmes doivent être exactement ce qu'elles sont dans la famille avec le mari. Une femme habile ne se bagarre jamais avec son mari. Jamais. Elle accueille tout avec le sourire. Oui. Mais le lendemain, elle sait ce qu'elle a à dire. Et à ce moment-là, le monsieur est obligé de sourire à son tour. Quand elle a perdu son mari et qu'elle a pris les rênes de l'entreprise, voulant apprendre autre chose, elle a voulu rentrer dans des syndicats professionnels. Et elle n'a pas été acceptée par les syndicats masculins. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de créer les femmes chefs d'entreprise. C'est en 1880, bientôt un siècle, que le Sénat, auquel je suis heureuse de rendre hommage aujourd'hui, a fait voter une loi nous donnant l'électorat et l'éligibilité sur le plan consulaire, celui qui nous intéresse. Donc, nous étions électeurs et éligibles aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce depuis 1880. En 1945, à la création des femmes chefs d'entreprise, les teignoirs étaient tels que personne n'était passé. Les femmes chefs d'entreprise ont été faites en France. Ça a été créé en France. J'ai été très surprise de voir que la Belgique a demandé à se rallier. Nous avons été obligés de changer, de devenir européennes. Quand on m'a demandé d'aller en Hollande, je me dis « Oh, les Hollandais, oh là 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 là, ça ne va pas aller, je ne vais pas les comprendre, c'est une autre vie, ça ne va... » Bon, enfin, ça s'est très bien arrangé. Le jour où j'ai décidé, bien avant les pouvoirs publics français, je souligne, bien avant même les Européens, puisque c'était en 1948 que j'ai été à la Chambre de commerce de Remscheid pour rencontrer des femmes allemandes, là aussi, je me suis dit... Elles n'ont pas le même genre de vie que moi, ça ne va pas cadrer. Eh bien, nous avons constaté qu'en Europe, il y a une mentalité européenne qui est la même partout. Nous avons trouvé les mêmes mères de famille, nous avons trouvé les mêmes époux, nous avons trouvé les mêmes épouses. La meilleure preuve, c'est que nous nous sommes amalgamés et il n'y a pas de différence. Chers amis FCE, en cette année où FCE France fête ses 80 ans, nous avons la joie de célébrer également les 40 ans de la délégation FCE Nouvelle-Calédonie. 2 anniversaires, 2 chapitres d'une même histoire, celle de femmes pionnières devenues visionnaires qui font avancer l'économie et la société. Toutes ces années, notre réseau a grandi, porté par la conviction que la réussite des femmes transforme durablement nos territoires et inspire la société tout entière. Ces réussites ouvrent la voie à un progrès collectif. Depuis 1985, sous l'impulsion de Christiane Ayot et de dirigeantes calédoniennes audacieuses, la délégation FCE Nouvelle-Calédonie n'a cessé d'incarner la force de l'entrepreneuriat féminin dans le Pacifique. Aujourd'hui, autour de Barbara Vlaminck et de son équipe, la délégation poursuit cet engagement avec la même énergie, la même conviction et le même esprit de solidarité. Les délégations ultramarines, et la Nouvelle-Calédonie en particulier, incarnent parfaitement notre vocation internationale au sein de FCE, un réseau d'ouverture, de diversité et de coopération entre femmes chefs d'entreprise du monde entier. Alors pour les années à venir, notre mot d'ordre est l'influence. Une influence concrète et assumée, née de nos entreprises, de nos mandats et de notre présence active dans la vie économique. Une influence utile, au service de la représentation des femmes chefs d'entreprise et du développement de nos territoires. Alors, joyeux 40e anniversaire à la délégation FCE Nouvelle-Calédonie.
et bravo pour ces 4 décennies de rayonnement, d'audace, d'engagement féminin et d'influence. Happy birthday to you, de FCE France, de Carole, et encore merci pour tous les petits cadeaux que vous m'avez faits à l'occasion de nos 80 ans. À bientôt. Instructif. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés Monsieur le Président du gouvernement Alcide Ponga et Monsieur le Haut-Commissaire Jacques Billon. Je leur passe la parole dans cet ordre pour leur discours officiel. Donc Alcide. Merci. J'aime bien le petit film. Faut pas se disputer avec nous. Mesdames et messieurs, monsieur le haut-commissaire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, différents responsables de FCE, j'ai dit hier, quand mes équipes ont écrit le discours, ils ont écrit mesdames et messieurs, mais j'ai dit que j'allais dire mesdames et mesdames. Chers chefs d'entreprise, chers partenaires, chers invités, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je vous retrouve aujourd'hui pour célébrer les 40 ans de la délégation régionale des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie. 40 ans, c'est toute une histoire, mais aussi et surtout une aventure humaine et collective. 40 ans d'audace, d'engagement et de persévérance au service du développement économique, mais aussi du progrès social et sociétal de notre territoire. Lorsque des femmes entreprennent, ce n'est pas seulement une entreprise qu'elles bâtissent. C'est une nouvelle manière d'agir, de décider et surtout d'innover. Vous avez ouvert la voie, vous avez brisé des barrières et vous continuez d'inspirer toute une génération de jeunes Calédoniennes et Calédoniens à les pousser à croire en leur capacité à oser et à créer. Votre parcours illustre à quel point la réussite économique et l'égalité ne s'opposent pas, mais se nourrissent mutuellement. L'émancipation des femmes est une force motrice de notre développement collectif, un enjeu central. Si nous voulons construire une Nouvelle-Calédonie plus juste, équilibrée et plus prospère. Je souhaite ici saluer le travail remarquable mené par FCE, Madame Ayotte, par vos fondatrices et par toutes celles qui, au fil des décennies, ont bâti ce réseau solide, bienveillant et dynamique. Ce colloque, intitulé « De pionnières à visionnaires », dit tout. Car oui, vous êtes les pionnières de l'entrepreneuriat féminin, mais vous êtes aussi des visionnaires d'une société qui avance grâce à la diversité de ses talents. Alors, je n'ai pas pour habitude, mais permettez-moi, en ce moment particulier, d'avoir une pensée personnelle. Voilà. Si je suis debout devant vous, c'est aussi grâce à une femme que vous connaissez tous. C'est ma maman, voilà, qui était politique, qui était femme de conviction, mais aussi aujourd'hui, à ses 72 ans, elle est chef d'entreprise, parce qu'elle gère sa petite structure à Kwawa. Et elle m'a transmis le goût de l'engagement et cette certitude que la place de la femme dans la vie publique et économique, elle n'est pas à conquérir, mais elle est à exercer pleinement. Vous n'avez pas à la revendiquer, parce que vous avez votre place. Son héritage résonnera aujourd'hui, ici, parmi vous, dans cette salle remplie de femmes d'action et d'influence. En célébrant ces 40 ans d'histoire, vous nous rappelez que le temps des pionnières n'est pas terminé. Il se poursuit à travers les projets d'entreprise, les ambitions que vous portez, et vous êtes une force essentielle pour bâtir la Nouvelle-Calédonie de demain. Une Nouvelle-Calédonie capable d'allier croissance, inclusion et durabilité. Au nom du gouvernement, des membres qui sont présents ici, mais ceux qui sont absents aussi,
je vous adresse mes sincères félicitations, mes encouragements et vous pousse à continuer à ouvrir la voie et à inspirer, à transformer vos idées en réalité tangible. Vous avez démontré que le leadership au féminin n'est pas seulement une aspiration, c'est une réussite au quotidien. Je vous remercie. Monsieur le Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Madame et Monsieur les membres du gouvernement, Madame la Présidente du MEDEF de Nouvelle-Calédonie, Madame la Présidente de la délégation des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie, Mesdames les chefs d'entreprise réunis ici en cet auditorium de la CCI, Mesdames et Mesdames, en vos grades et qualités. Permettez-moi, Madame la Présidente et vous toutes, de commencer par vous souhaiter un joyeux anniversaire. Comme vous l'avez rappelé, depuis déjà 40 ans, la délégation des femmes chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie soutient le développement d'un entrepreneuriat féminin innovant et solidaire sur le territoire. Et 40 ans après, on ne peut que constater l'ampleur du chemin parcouru contre les inégalités de genre. En 1985, sur l'ensemble du territoire national, le taux d'activité des femmes était inférieur de plus de 20 points à celui des hommes. Aujourd'hui, cet écart a été plus que divisé par 2. Et tout cela a finalement été permis par l'action résolue d'associations comme la vôtre, qui ont permis à des femmes de se rassembler, de s'encourager et de créer ensemble des espaces de partage et de coopération. Alors merci. Merci donc pour votre engagement décisif au service de l'entrepreneuriat féminin sur le territoire. Et vous êtes, en ce sens, la preuve vivante que loin des clichés, loin des préjugés que l'on entend parfois, l'entrepreneuriat féminin se développe ici dans tous les secteurs d'activité, de la French Tech à l'industrie, en passant par la cybersécurité, l'agroalimentaire, le prêt-à-porter, l'artisanat. Mesdames, soyez certains que l'État se tient et se tiendra toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre œuvre au service de l'égalité. Aujourd'hui, Madame la Présidente, ce n'est d'ailleurs pas seulement votre anniversaire, c'est aussi celui du Premier ministère de plein exercice entièrement consacré aux droits de la femme. C'était en 1985, l'année même de votre création, avec à la tête de ce ministère Madame Yvette Roudy, une femme engagée au parcours exemplaire et inspirant. C'est là tout le sens du thème du colloque organisé ce matin, de pionnière à visionnaire. Dans le passé, c'est vrai que des femmes pionnières se sont engagées avec un grand courage dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et grâce à elles, de nombreuses avancées ont été obtenues. Désormais, il s'agit d'être visionnaire pour parcourir le reste du chemin, pour s'adapter aux évolutions économiques contemporaines et servir, bien évidemment, la société dans son ensemble. La délégation femmes chefs d'entreprise a d'ailleurs un rôle qui dépasse, en ce sens, les considérations strictement économiques, puisque je considère, et j'ai pu l'apprécier lors de notre entretien, que vous avez un impact social, vous avez un impact sur la jeunesse, un impact sur les équilibres territoriaux. Et le combat que vous menez pour l'égalité dépasse assurément le champ économique. Il est une chance pour nous de pouvoir s'appuyer sur des associations telles que la vôtre pour construire la société calédonienne à laquelle nous aspirons. La question de la jeunesse est à cet égard, vous le savez toutes, décisive. C'est dès aujourd'hui dans les collèges que naissent les vocations des dirigeantes de demain. C'est dès aujourd'hui dans les lycées, dans l'enseignement supérieur, que ces futures dirigeantes se forment. Et vous l'avez, à ce titre, parfaitement anticipé.
en décidant de mener des programmes de mentorat d'étudiantes et de partage d'expériences dans les établissements scolaires. Et toutes ces actions, j'en suis intimement convaincu, contribuent à faire naître ces vocations et à enrichir les formations qui sont dispensées à nos élèves, à nos étudiantes. Soyez-en infiniment remerciés. Vous pouvez, je le répète, compter sur le soutien constant de l'État pour déployer avec constance et avec force les politiques publiques nécessaires pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à ce titre, sachez que l'entrepreneuriat féminin a bénéficié d'un soutien financier de l'État. Je pense par exemple à l'appel à projets mobilisé en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes en Outre-mer, lancé en 2023 par la Direction générale des Outre-mer et qui bénéficie à des projets d'entrepreneuriat portés par la CCI. Je vous salue, Monsieur le Président, et également par l'association Initiative Nouvelle-Calédonie. Pour conclure, Mesdames et Messieurs, je formule le vœu que cette journée anniversaire soit bien sûr l'occasion de se féliciter du chemin parcouru, mais aussi de prendre conscience de celui qu'il reste encore à parcourir, car il est encore long. Alors que les débats, que les témoignages, que les rencontres qui ponctueront cette journée soient l'occasion de faire émerger des idées nouvelles et de renforcer les liens existants entre les différents acteurs pour faire de l'égalité entre les femmes et les hommes ce levier de la construction du tissu économique et social de la Nouvelle-Calédonie. C'est votre ambition. Sachez que c'est aussi la nôtre. Merci. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Merci, Monsieur le Président du gouvernement, pour vos propos encourageants et votre soutien dans nos missions. Avant de conclure, je voudrais avoir un mot tout particulier pour vous, messieurs. Oui, messieurs. Vous qui soutenez cet événement, et également pour ceux qui nous accompagnent au quotidien. Vous faites partie de ces hommes pionniers et visionnaires, convaincus de l'importance d'inclure pleinement les femmes dans l'économie. Merci pour votre engagement à nos côtés pour façonner un monde économique pleinement inclusif. Nous allons maintenant ouvrir notre matinée de colloque avec 3 tables rondes passionnantes. Et c'est avec grand plaisir que je vais passer la parole à Jerusha Waya, animatrice de notre matinée. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à tous un excellent colloque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet auditorium. Merci Barbara pour ce passage de micro. Alors en effet, aujourd'hui, on fête un anniversaire, un très bel anniversaire, le 40e anniversaire des femmes chefs d'entreprise de la Nouvelle-Calédonie sur ce thème, de pionnières à visionnaires. Alors aujourd'hui, nous célébrons 40 ans d'histoire, de combat, d'audace et d'engagement avec 3 temps forts. Les temps forts aujourd'hui que l'on vous propose, c'est un retour sur le parcours de ces pionnières, un échange avec les visionnaires d'aujourd'hui. On conclura avec l'ouverture sur le régional, l'international et le networking. Si vous ne savez pas ce que le networking, restez jusqu'à la fin, ça vous sera bien expliqué. Merci à vous d'être là pour partager cette matinée d'échange, d'inspiration et espérons-le, ça j'en suis sûre, de nouvelles connexions. Alors on commence avec cette première table ronde consacrée aux pionnières, celles qui ont ouvert la voie, pris des risques et porté la voix des femmes chefs d'entreprise quand ce n'était pas évident. J'accueille Annie Bust, Christiane Ayot, Mireille Lévy et Monsieur Didier Leroux. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous. Un honneur. C'est un honneur d'être aujourd'hui pour fêter les 40 ans des femmes chefs d'entreprise. Mais pour moi, c'est un vertige un peu aussi, parce que je me rends compte que je ne fais pas partie de l'histoire, je fais partie de la préhistoire, finalement, de l'organisation. Alors, je commence par mon parcours un petit peu. Il a été constitué, moi j'ai eu un parcours extraordinaire et je dois dire qu'en le refaisant, je me suis rendu compte que je le devais beaucoup
à des hommes, finalement. Parce que depuis le départ, que ce soit mon départ à la SLN ou que ce soit la fédération patronale, eh ben, c'est toujours en général des hommes qui m'ont poussé à aller de l'avant. Alors, donc il a été construit mon parcours à peu près en 4 univers complémentaires. D'abord l'industrie à la SLN, ensuite le monde patronal, ensuite les institutions politiques, et puis le service aujourd'hui aux personnes. Donc j'ai commencé ma carrière à la SLN, où j'ai travaillé 12 ans, en fait, dans les services de la DRH. Mais j'ai eu une chance incroyable, je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais la seule femme cadre, d'être dans les bons papiers, disons, des directeurs, et que ce soit M. Jean Lanchon, qui était directeur général, M. Richard, qui était DRH, et me confier des missions les plus extraordinaires, finalement, et très délicates. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de femmes, j'étais la seule, mais il n'y avait pas non plus de Mélanésiens dans l'usine. Et la mission qui m'a été confiée, c'était que les Mélanésiens puissent travailler à l'usine. Les contremaîtres n'en voulaient pas. Ils disaient, bon, finalement, les Mélanésiens ne veulent pas travailler à la SLN. Et c'est très bien comme ça, puisque tout va bien. Et donc, on a fait des séminaires avec Jean-Marie Chibaou. On a travaillé ensemble pendant presque 5 ans. Et finalement, on a réussi à ce que les Mélanésiens travaillent dans l'usine. Pour les femmes, eh bien, on a quand même doublé l'effectif, puisqu'on était 2 à la fin. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, la SLN, eh bien, évidemment, on nous disait, mais enfin, l'usine n'est pas faite pour les femmes. Donc, et quand il y a eu une grève, à un moment donné, le directeur de l'usine, quand je lui ai dit que c'était, quand il appelait le chef de service et que je lui ai dit que c'était moi, il m'a dit, mais c'est un gag. Il m'a dit, non, mais c'est pas possible, c'était une affaire d'homme, l'usine, madame. Et donc, je lui ai dit, quand vous aurez réglé vos problèmes, vous me rappellerez peut-être. Bon, enfin, ça s'est très bien passé par la suite. On nous disait aussi que les femmes portaient malheur sur mine. Alors, on voit bien pourquoi, à l'époque, elles portaient malheur, les pauvres. Mais bon, on m'a donné à tous les postes de la SLN à définir des mines, et finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, donc une petite anecdote aussi, c'est que je faisais la paye des cadres et j'étais la plus mal payée. Et un jour, j'ai osé demander à mon... j'ai osé. On avait de très bons rapports, hein. Il était très sympa, mon directeur du personnel, mais je lui ai demandé de m'augmenter un petit peu quand même. Et là, il m'a répondu, mais enfin, Annie, vous n'avez pas assez pour acheter vos robes. Donc c'était l'époque, c'était une époque. Aujourd'hui, évidemment, on ne répondrait pas à ce genre de choses. Mon deuxième parcours s'est passé donc à la fédération patronale avec Didier, ici présent. Et il venait d'arriver lui aussi, et il avait l'intention de changer complètement les mentalités. Et c'est vrai, il les a bien changées. Donc je n'ai jamais connu... Il n'est pas du tout misogyne, je peux en confirmer. Il peut être dur, hein. C'est un patron quand même qui n'était pas si facile que ça. Mais... mais en même temps, il n'a jamais fait de différence. Voilà, donc à la fédération patronale avec Didier, nous avons eu un parcours, enfin j'ai eu encore la chance d'avoir un parcours extraordinaire, puisque on me laissait quand même assez libre de faire, on négociait, c'était l'époque où on négociait les conventions collectives, on a même négocié tous les textes d'application du code de l'ordonnance qui posait les principes directeurs du travail. Et donc, on a eu la chance de travailler avec des syndicats qui, à l'époque, étaient assez progressistes quand même. Ils avaient un peu changé, s'étaient calmés. Oui, mais jusqu'à ce qu'arrive en 1982 l'USTKE. Et à une directeur de travail de triste mémoire qui estimait qu'on s'entendait trop bien entre syndicats et patrons. Et donc, qui a poussé, en fait, cette organisation. Et là, ça a été un peu la catastrophe, hein, puisque les entreprises se trouvaient bloquées. Enfin, l'USTKE affichait dans son article 1er qu'il valait prendre le pouvoir en prenant les entreprises. On lui a fait relever cet article, on a eu gain de cause au tribunal, mais ça n'a pas changé pour autant la pratique. Et donc là, ça a été aussi la catastrophe. C'était un climat assez épouvantable où les entreprises étaient systématiquement bloquées.
Mais c'était assez gentil aussi. Ils nous disaient, mais finalement, vous nous donnez ce qu'on demande et vous nous laissez faire ce qu'on veut, et puis voilà, tout va bien. Mais bon, évidemment, ceux qui résistaient, là, c'était la catastrophe avec les bâches, ça allait jusqu'à la mort de l'entreprise. Hein. On a vu comme ça, on a eu des conflits qui ont duré 2 mois. Il y avait des séquestrations. Personnellement, j'ai été séquestrée. On m'a libérée. On m'a libérée. Voilà, donc j'étais une femme jeune dans un milieu très masculin, mais il y avait des femmes extraordinaires à cette époque-là. Il y avait, je peux citer Nicole de Coster. Je pense qu'elle est la pionnière, d'ailleurs, parmi les plus pionnières, Nicole, parce qu'elle se battait au tribunal du commerce pour aider les entreprises qui étaient en difficulté. Elle n'hésitait pas à contrarier des assemblées entières d'hommes pour dire ce qu'elle pensait. Et finalement, elle était parfois suivie quand même. Ensuite, il y avait, bien sûr, évidemment, c'est là que j'ai connu Christiane Ayot et qu'on a pu faire ensemble après ce qu'on a fait. On en reparlera, je pense. Janine Descamps, qui était aussi Madame Mine. Christiane Janot-Carrère, Béatrice Chedmaille, qui est là aussi dans la salle, j'ai vu. Voilà, donc il y avait des femmes qui avaient quand même du caractère. Alors, évidemment, quand elles réussissaient, c'est vrai que des fois, ça ne nous faisait pas trop plaisir parce qu'on s'entendait dire « Bon, elles réussissent, ce sont des vrais mecs, en fin de compte. Elles ont des... » Voilà, je vous en passe. Voilà, quand il nous avait attribué un peu quand il nous avait dit ça, finalement, on voyait que tout se passait bien et qu'on allait bien passer. Voilà, donc c'était vraiment quand même une époque un peu difficile. Et bien justement, on va peut-être passer la parole aussi à Madame Ayot, Christiane Ayot, si vous le voulez bien. Oui, mais moi, je pense que peut-être ce qui vous intéresse un petit peu, c'est comment et pourquoi les femmes chefs d'entreprise sont arrivées en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'un certain atavisme fait que dans ma famille, toutes les femmes étaient des femmes chefs d'entreprise. Je vais vous faire la genèse en commençant par ma grand-mère. Ma grand-mère qui était née en 1885 et qui avait été appelée à s'occuper, comme Madame Vlaminck le disait tout à l'heure, à s'occuper de l'affaire de son mari qui était parti à la guerre de 14. C'est tout naturellement qu'elle a repris les rênes. Elle n'avait pas 30 ans. Son mari, en 1920, lui dit « Il ne faut plus que tu travailles ». À cette époque-là, les femmes de classe moyenne ne travaillaient pas. Bon, elle n'a pas vraiment obéi. Son mari était moins bon gestionnaire qu'elle. Il a fait péricliter l'affaire. Ils se séparent et ma grand-mère reprend les mains de cette entreprise. À force de travail, l'affaire retrouve son essor et même prospère, puisqu'elle crée une fabrique de peinture et de fournitures pour peintre. Ce sera le début du comptoir commercial de couleurs et vernis. Voyez donc en 1920, mon ancêtre, femme chef d'entreprise. Sa fille, Madame Simone Emery, travaille avec elle et rejoint l'association des femmes chefs d'entreprise créée par Madame Foinon. Le but de cette association la convainc. Les femmes doivent s'impliquer dans la vie économique par tous les moyens. Et surtout en prenant les postes dans les principales instances, chambre de commerce, tribunal de travail, comité économique et social et bien d'autres. Elle sera pendant longtemps présidente de la délégation de la région PACA. Elle devient ensuite présidente nationale en 1970. Ayant baigné toute ma jeunesse au milieu de ces femmes travailleuses et dynamiques, il était normal qu'arrivant en Calédonie, je crée la délégation des femmes chefs d'entreprise. J'étais déjà en 1983 en Calédonie depuis quelques années. Je commençais à avoir un réseau de connaissances qui m'a permis de démarrer cette délégation. Alors que nous venions de passer les événements de 84, Madame Emery a décidé de venir officialiser cette délégation en Nouvelle-Calédonie. C'était en avril 85. Le couvre-feu venait juste de se terminer pour notre soirée. Une visite s'imposait bien sûr au patron des patrons, qui était à ce moment-là la fédération patronale et présidée par Didier Leroux. Celui-ci, un homme intelligent, a très bien compris le but de cette association et a favorisé notre implantation en nous conseillant comme membres cooptés. Nous avions droit à avoir une personne qui n'était pas chef d'entreprise dans l'association, et ce fut Annie Bust. La délégation s'est étoffée et les femmes chefs d'entreprise ont commencé à apparaître dans les instances calédoniennes. Élues à la chambre de commerce, à la présidence des syndicats professionnels, au comité économique et social, au tribunal du commerce, au bureau de Nouvelle-Calédonie Tourisme, du MEDEF, etc.
La plus grande fierté, c'est d'abord d'avoir créé cette délégation des femmes chefs d'entreprise en Nouvelle-Calédonie et surtout qu'elle ait perduré 40 ans avec plein de jeunes femmes dynamiques, chefs d'entreprise, PME ou grosses entreprises, qui ont vraiment prouvé qu'elles étaient les égales des hommes et qui vivent et travaillent en bonne intelligence avec eux. Je vous remercie toutes de continuer mon œuvre en espérant que ça dure très 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 longtemps. On va laisser la parole maintenant à Madame Mireille Lévy. Merci. Eh bien, moi, mon parcours, je suis arrivée en 1979 sur le territoire avec comme diplôme un brevet de banque. Et là, je me suis dit, bon, je vais me faire embaucher dans une banque, etc. Mes contacts ont été difficiles. La chose qu'on me disait déjà à l'époque, vous avez trop de diplômes et on préfère l'emploi local. Déjà, en 1979, je me suis fait retoquer. À la vue de cela, je me suis dit, j'étais venue avec mon mari pour aider son cousin ici qui avait une entreprise. Je me suis dit, pourquoi créons quelque chose. Il y a plein de choses à faire dans ce territoire et on va s'y mettre. Nous avons créé avec mon mari le premier vidéoclub. Ensuite, j'ai fait plein de choses. Après ça, nous sommes partis à Tahiti travailler, toujours dans le commerce. On était représentante d'une marque de robots ménagers. On faisait le tour de l'île avec notre petite 4L et on faisait des démonstrations de robots ménagers. C'était le désert économique, là aussi. Il n'y avait pas de grande surface. On était devant des petits magasins chinois et on faisait nos démonstrations et tout ça. Et on était deux, là, sur la route, à faire ça. Ça a duré 2 ans. On est revenu sur le territoire parce qu'on s'est dit, c'est là qu'on aimerait vivre, continuer à vivre. On s'était dit, dès qu'on aura fait un petit peu notre petit... comment dire on aura fait un peu notre... j'arrive pas à trouver le nom. Hein? Oui, on repartira en France, monter une entreprise, quelque chose. Puis moi, j'ai dit non, je ne pars pas de ce pays, je suis trop bien et tout. Et donc, on a créé d'autres choses. On a créé la première jeanerie qui s'appelait Makin. On a eu un succès fou. Et un matin, nous avons découvert une petite boutique. On habitait juste au-dessus. Une boutique de fleurs qui s'appelle Angarek, qui s'appelle toujours Angarek. C'était en 1983. Et depuis, ça fait 42 ans que je suis dans cette petite boutique qui s'est agrandie et qui est toujours là. Et c'est lorsque j'étais dans cette entreprise, dans mon petit magasin, que j'ai eu le contact des femmes chefs d'entreprise qui m'ont dit il faut que tu es dynamique, il faut que tu viennes nous aider, tu verras, c'est une grande famille, on s'entraide, etc. Et on promouvoit la femme dans l'entreprise et tu es vraiment un membre qui peut nous aider. Donc je suis rentrée dans les années, je crois 85 au début, pas à la formation, mais juste après. Et j'étais trésorière pendant longtemps. Je tenais les fils de la trésorerie. Et je correspondais avec la France par fax, par téléx, voilà. C'était tout papier. Donc les archives sont un petit peu vacantes à ce niveau-là. Après, dans mon parcours, il y a eu les événements. Les événements de 84, ça a été difficile pour tout le monde. Pour moi, ça a été peut-être une petite aubaine. Il y a eu beaucoup de gendarmes qui sont arrivés sur le territoire. Et moi, ma spécialité, c'était l'envoi d'orchidées sur la métropole, dans des petits cartons, par la poste. Et donc, tous ces gendarmes qui étaient là, ils envoyaient des fleurs à leurs femmes, à leurs mamans. Et ça a fait connaître Angarek. On est arrivé à remonter un petit peu la pente avec ça. Sinon, c'était très très difficile pendant les événements pour une petite entreprise comme la mienne, artisanale. Voilà. Ce qui nous a motivés à créer d'autres choses. Notamment, mon mari s'est tourné vers l'horticulture parce que l'approvisionnement en fleurs en Nouvelle-Calédonie était difficile. Il n'y avait pas beaucoup de producteurs locaux. Et moi, je travaillais avec les orchidées qui venaient de Singapour.
essentiellement. Mais c'était un métier, je suis pas du tout, je suis tout à fait autodidacte dans ce métier. Je me suis formée en France par des stages, etc. Mais il y avait un manque de fleurs. Donc mon mari a dit, on va trouver, on a racheté une première roseraie, la roseraie qui s'appelait Baccarat, qui était à Yahweh, qui nous a fait un peu prospérer. Ensuite, on a revendu cette entreprise pour acheter un peu plus gros. Nous avons acheté Nouméa Fleurs. Nouméa Fleurs qui s'est lancé dans la production en hydroponie déjà dans les années 90, d'anthurium, de roses, etc. Ce qui a permis d'approvisionner le magasin et de pouvoir s'agrandir. Mais j'étais dans un local qui était très très petit. Et par exemple, pour l'envoi de mes boîtes d'orchidées en métropole, pour les fêtes des mères, le Noël et tout ça, nous étions obligés de travailler sur le parking carrément, parce qu'il y avait pas assez de place. Donc nous avons acquéri les boutiques qui étaient à côté, et on a transformé le magasin, on a cassé les murs et tout ça. Ça, c'était en 95. Et là, ça a fait agrandir l'entreprise. Oui. De résumer en si peu de temps. Alors, il y a une chose, c'est que j'ai eu des mandats j'ai fait partie du bureau du MEDEF pendant quelques années. J'ai eu des mandats par le MEDEF au Conseil du handicap pendant quelques années aussi. Et j'ai notamment été conseillère municipale aussi de 2000 à 2021. Voilà à peu près mon parcours. Oui, on aura évidemment l'occasion d'entendre encore votre parcours lors de notre entretien croisé qui va suivre après cette table ronde et aussi lors d'un petit moment ensemble autour d'un café. Alors, il a reçu plein de fleurs déjà depuis tout à l'heure. Je ne le présente plus, de Monsieur Didier Leroux. On vous écoute sur votre parcours. Bon, non, je ne vais pas vous raconter mon parcours. Je ne suis pas une femme chef d'entreprise. Enfin, encore qu'en ce moment, il y a beaucoup de transferts. Bon. Non, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que d'abord, je suis très content d'être là. Je suis très content de vous voir toutes. Il y a quelques espèces en voie de disparition. Je parle d'hommes chefs d'entreprise dans l'assistance. Je pense d'ailleurs qu'il va falloir qu'on prenne des mesures pour les protéger parce que sinon, dans quelques années, il n'y en aura plus du tout. Mais enfin bon. Alors, Annie Beust a parlé tout à l'heure d'un inspecteur du travail qui nous avait vraiment cassé les pieds quand on était à la Fédération patronale. Juste une petite anecdote. Ce type était un vrai croisé. Il pensait que parce que les syndicats et les patrons étaient contre lui, il était sur la bonne voie. Donc c'était la vraie catastrophe. Finalement, on a demandé son départ. C'est une chose que je vous déconseille complètement parce que c'est le meilleur moyen pour que l'État le prolonge d'un séjour. Donc ça a été un échec total de ce point de vue-là. Que dire des femmes chefs d'entreprise ? Bon, moi j'ai été surpris quand j'ai vu les femmes chefs d'entreprise me demander d'accéder au bureau de la Fédération patronale. Alors c'est vrai que des femmes chefs d'entreprise, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Christiane les a rappelées, Annie aussi. Bon. Mais, dans le fond, ça allait de soi. Il n'y avait aucune raison qu'il n'y ait pas de femmes chefs d'entreprise. D'autant que, je vais vous confier une réflexion personnelle. Je pense que c'est souvent, dans un couple, ou même dans une entreprise, c'est souvent les femmes qui décident. Mais les plus intelligentes font que les hommes ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, merci. Moi, je vous conseille de continuer comme ça, parce que ça fait en sorte que les relations entre les genres, il faut dire ça, les genres, avant on aurait dit les relations entre les sexes ou des choses comme ça, mais maintenant c'est des mots qu'il faut plus employer parce qu'on risque de se faire coltarer. Donc, ok. Donc, je crois que il y a 36 manières, d'être un bon chef d'entreprise.
Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, et je pense que les femmes font partie de celles qui ont accès le plus facilement à cette efficacité. Ça sert à rien de gueuler. Ça sert à rien de sanctionner tout le monde. Ce dont on a besoin, c'est de bon sens. Et on a également besoin... Attendez, j'ai un téléphone qui n'arrête pas de sonner. On va le couper, là. Voilà, ok. Bien. Non, je ne vais pas répondre devant tout le monde, parce qu'on ne sait jamais. Donc, on a besoin de bon sens pour être un chef d'entreprise. On a également besoin de savoir faire une addition, une multiplication, une soustraction, une division, et puis de combiner tout ça pour faire des règles de 3 et des pourcentages. Mais une fois que vous avez ça, il y a plusieurs manières de faire les choses. Vous avez la manière forte ou vous avez la manière douce. Contrairement à ce qu'on pense, les deux peuvent être efficaces. Ça dépend à qui ça s'adresse et ça dépend de la manière dont c'est fait. Moi, je suis partisan de la manière douce. Quand le travail est répétitif, quand il est casse-pied, eh bien, il faut que l'ambiance au travail compense le manque d'intérêt du travail en lui-même. Donc, j'ai toujours demandé aux gens qui travaillaient avec moi, notamment dans le doc, où il y a des préparatrices de commandes qui, tous les jours, prennent des médicaments dans un carton pour le mettre dans un panier et le livrer à des pharmacies. Je leur ai toujours demandé de rire. Je veux entendre des rires dans le doc. Je veux que, à défaut d'intérêt pour le travail en lui-même, les gens soient intéressés soient attirés par l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise. Je veux qu'ils se sentent en famille. Je veux que les choses soient faciles pour eux, que chacun soit au contact des uns et des autres. Et je pense que vous, les femmes, vous êtes sans doute plus douées que les mecs. Voilà. Donc je ne vais pas m'éterniser. Encore une fois, je suis content d'être là. Je pense que... bon, on a vu les comment ça s'appelle ? FCE. Bon, moi, j'aimerais bien voir un FCG. FCG pour femme chef du gouvernement. Hein ? Bon, ça changerait un petit peu. Je vous dis ça parce qu'il y avait Alcide tout à l'heure qui était là comme chef du gouvernement. Je lui ai dit que j'étais pas du tout content de ces mesures et de la manière dont il travaillait. Bon, il y a plusieurs raisons. Mais je vois qu'il y a Mimsi qui est là. Et pour avoir été quand même un certain temps président du MEDEF, je trouve qu'on ne vous entend pas assez. Ni le MEDEF, ni les femmes chefs d'entreprise. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures fiscales qui sont une horreur. Une horreur pour les chefs d'entreprise, une horreur pour les gens qui ont envie d'entreprendre. C'est vraiment un frein. Or, pour que les choses puissent fonctionner, il faut que l'initiative individuelle soit favorisée. Il faut que les gens aient envie de s'engager. Il faut que les gens aient envie de créer, envie de développer. Mais c'est tout le contraire qu'on nous propose. Hein ? Une entreprise qui est en faillite, une entreprise qui perd de l'argent, c'est une entreprise qui va disparaître. C'est pas forcément l'argent qui doit vous attirer, mais c'est l'idée de développer et de construire ce pays. Je vois que on est debout là à côté, ça veut dire que j'ai épuisé mon temps de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez pu entendre des parcours, enfin entendre un bout de parcours. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va passer à un entretien croisé. Si vous avez envie de réagir aux propos qui ont été tenus, même sur les capsules vidéo que vous avez pu voir. Magali Yewene qui est là en termes de modératrice, elle sera là pour passer le micro si vous avez des questions. Et peut-être avant les questions, dans ce qu'on a entendu, de ce que vous avez dit tous les quatre, en tout cas surtout toutes les trois, vous avez rencontré énormément de défis. Vous avez été finalement, il y a eu des coups de pouce. Il y a eu des coups de pouce. Alors vous avez été épaulés par des hommes qui ont été là au bon moment. C'est des coups de pouce qui vous ont permis à toutes les trois de pouvoir à un moment donné finalement franchir le pas et créer, oser. Je crois qu'il n'y a pas eu de coup de pouce. On s'est pris en main et on y est allé. Il fallait oser entreprendre et avoir du courage et ne pas avoir peur. Je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais moi j'aurais voulu insister sur le fait que
les femmes chefs d'entreprise ont été créées en 85, mais toute la préparation s'est faite en 84. C'est l'année qu'on a appelée l'année des événements et qui s'appelle toujours l'année des événements. Aujourd'hui, on dit que c'est terrible ce qui s'est arrivé. C'est vrai, c'est terrible. Mais moi, à l'époque, j'avais écrit un petit ouvrage pour les femmes chefs d'entreprise nationales qui nous le demandaient, puisque chaque année, on nous demandait de plancher sur un thème. À l'époque, c'était la liberté d'entreprise, et j'ai l'impression que ce livre a été écrit aujourd'hui. Parce que 84, c'était déjà des revendications foncières, c'était déjà des entreprises qui brûlaient en brousse. La différence, c'était que c'était en brousse et non pas à Nouméa. Mais c'était comme, on était dans une situation dramatique jusqu'au 5 décembre 84, où il y a eu donc à Yingen l'attentat et les 10 morts, dont les 2 frères de Jean-Marie Tchibaou. Donc c'était épouvantable, on ne se rend pas plus compte. Évidemment, les jeunes n'ont pas connu ça, mais on était vraiment dans la même situation qu'aujourd'hui. On se demandait si on pourrait continuer d'entreprendre. Deuxièmement, sur le plan social, il y avait l'USCKE, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui bloquait toutes les entreprises avec des bâches pour ceux qui résistaient. Et pendant ce temps, Christiane, elle préparait avec sa tante, je ne sais pas si ça a été dit d'ailleurs, que la présidente nationale était sa tante, Simone Elmery. Elle préparait donc la mise en place des femmes chefs d'entreprise, et toutes les deux, dès que j'ai été mise à sa disposition en tant que secrétaire générale, on cherchait à recruter les femmes. Mais Christiane était dans une sérénité extraordinaire, puisque en plein marasme, elle elle créait une nouvelle entreprise, elle faisait construire sa maison. Enfin bref, du coup, ça nous rassurait beaucoup, on était très rassurés. Et elle a donné donc l'occasion aux femmes, effectivement, de s'entraider, et même une amitié, on peut dire, formidable. Donc je voulais insister là-dessus, parce que ça n'a pas assez dit, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles, et pourtant, voilà, Christiane allait de l'avant, les femmes chefs d'entreprise sont allées de l'avant. Vous l'avez ressenti comme ça, vous, Christiane, à l'époque, vous étiez en train de foncer Non, moi ça me fait plaisir d'entendre ce qu'Annie dit, mais pour moi, à cette époque-là, c'était naturel, j'avançais. On était jeunes et puis on y croyait. Mais ce que vous dites, c'est le fait d'y croire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, après 40 ans maintenant de femmes chefs d'entreprise, quels sont les acquis majeurs, justement, qui ont été en ces 40 années, finalement? Aujourd'hui, on fête un anniversaire. C'est quoi les acquis majeurs de cette... Je pense que les acquis, il faudrait les demander aux nouvelles. Nous, Nicole de Coster, dont tu parlais, était déjà à la Chambre de commerce, je crois. On a continué à essayer d'avoir des mandats, et je poussais vraiment toutes les femmes chefs d'entreprise qui étaient dans l'association à postuler de partout. Non, je ne vois pas. Pour moi, tout était normal. Peut-être des questions dans le public. Alors, vous n'êtes pas dans le public. Oui. Les acquis majeurs, ils sont là. C'est vous. Il y en avait. On ne pouvait pas faire de statistiques à l'époque, mais ça aurait été intéressant de voir le nombre de chefs d'entreprise année après année. Mais moi, quand j'ai quitté la fédération patronale, j'étais content parce qu'on avait 200 adhérents. Maintenant, il y en a, je ne sais pas combien, 500. Bravo Mimsi, bravo tous ceux qui l'ont précédé. Mais je ne sais pas combien il y avait de chefs d'entreprise à l'époque, de femmes chefs d'entreprise à l'époque, mais maintenant il y en a plein. Et bravo. Et aujourd'hui, mesdames, si une jeune femme hésite à se lancer, qu'est-ce que... Je voulais simplement dire que ce qui a changé, c'est que les femmes ne voulaient plus subir, mais elles voulaient agir. Est-ce que dans le public, une question, vous souhaitez réagir aux propos qui ont été tenus durant cette table ronde? Vous êtes tous très timides. Beaucoup de choses ont été dites. Est-ce que vous aviez un conseil à donner peut-être à une jeune femme qui hésite encore à se lancer? Vous l'avez dit, vous êtes lancée dans des périodes qui étaient des périodes pas forcément faciles. Aujourd'hui, on est dans des périodes pas forcément faciles non plus. Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui souhaiterait se lancer? Peut-être vous, Christiane. Bien sûr, comme tout projet, il faut faire une étude de marché minimum. Et puis surtout, avoir de bons réseaux, et puis croire, foncer et travailler. Il faut surtout que les générations, quelle qu'elle soit, à quelque époque que ce soit,
apprennent qu'elles vont traverser des tempêtes, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique. Et il faut qu'elles apprennent et qu'elles sachent qu'il faut qu'elles aillent quand même de l'avant et qu'elles apprennent à résoudre les problèmes. À force de travail. Toujours aucune question à notre table ronde. Alors justement, quand on parle de difficultés, voilà, vous dites il faut travailler, il faut oser. Ça, c'est des caractéristiques de femmes chefs d'entreprise, qui sont des caractéristiques. Quand on vous écoute, Christiane, il faut le faire. Je pense que c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Est-ce que justement les femmes... Monsieur Leroux souhaite réagir. Oui, alors moi je voudrais donner un conseil. Et je me permets de le faire parce que je suis quand même d'un grand âge maintenant, même si j'en ai pas trop l'air, mais bon. Ok. Si j'ai un conseil à donner, mais c'est un conseil qui est valable pour les hommes comme pour les femmes. Une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise qui perd de l'argent, c'est une entreprise qui va disparaître. Maintenant, l'argent ne doit pas être le moteur, ça ne doit pas être le but, ça doit être la conséquence. Un chef d'entreprise qui réussit, c'est un chef d'entreprise qui a su faire passer avant la construction d'un bon produit si c'est un industriel, la fourniture d'un bon service si c'est quelqu'un qui vend des services, ou qui vend de bons produits quand c'est un commerçant. Vouloir à toute force avoir l'argent et le bénéfice en mire, c'est une erreur. Et je pense qu'il faut être suffisamment bon pour être capable de vendre ses produits peut-être légèrement plus cher que le concurrent, mais que ce soit un produit de bonne qualité. C'est comme ça qu'on fait une réputation. Alors là, c'est mon expérience qui vous dit ça. Je crois que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, mais enfin, maintenant que je suis... Et bien, on a une réaction dans le public. J'en profite pour vous dire ça. Mais peut-être que Mimsi a des choses à rajouter. Mimsi Délé. Oui. Non, mais j'allais évoquer les ressorts de l'influence, puisque Didier l'a évoqué rapidement en disant on ne vous entend pas. Je pense que l'influence, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Moi, je m'en suis rendu compte depuis 5 ans au MEDEF. Il y avait cette idée un petit peu préconçue que c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Je pense qu'un des ressorts de l'influence, c'est aussi de comprendre que ça n'est pas toujours le cas. J'ai souvent été prise à partie à ce sujet-là. Il faut parler plus fort, il faut s'opposer. Parfois, il suffit, sans forcément s'exposer, d'expliquer, de travailler plus que les autres, de convaincre de façon différente. Et sur tous les dossiers, celui que tu évoques, Didier, est particulièrement sensible, eh bien, ça nécessite d'employer d'autres moyens, parfois, que de parler fort. Donc, et ça, je pense que les femmes l'ont compris. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous utilisons davantage toutes les cordes de la communication qui sont à notre disposition. Et ça permet aussi de rencontrer certains succès en la matière. Merci. Merci Mimsi Délé. Est-ce que des personnes souhaitent réagir? Dominique Nixon. Bonjour. Alors, pas vraiment une question. Je voulais remercier nos femmes et hommes panélistes aujourd'hui. Remercier les fondatrices de notre belle association et particulièrement Annie, qui est toujours une membre super active. Annie vient à toutes nos réunions. Elle est extrêmement dynamique toujours aujourd'hui. Et voilà, insister sur le fait que le côté intergénérationnel de notre association est une vraie richesse. Elle nous amène beaucoup de conseils. On a tendance à être un petit peu plus, partir un petit peu plus dans les tours. Et Annie a ce regard vraiment, notamment tu l'as exprimé sur les événements où tu nous as beaucoup rassurés quand on a vécu la même chose bien des années après. Et voilà, je voulais vraiment te remercier de la part de nous toutes. Eh bien,
On va vous remercier tous les quatre. Merci Annie Bust, Christiane Ayot, Mireille Lévy et Monsieur Didier Leroux. On retient des parcours forts. Malheureusement, on profitera plutôt du temps du temps tout à l'heure pour vous poser encore des questions et continuer à discuter ensemble. On va passer à la deuxième table ronde. Le temps va nous manquer sinon. On retient des parcours forts, des engagements durables et surtout un héritage précieux. Merci pour cette première table ronde. On va passer maintenant aux visionnaires. Alors j'appelle à monter sur ce plateau, j'ai envie de dire, Mime Sidélé, Dominique Nixon, Cindy Véran et Monsieur Bertrand Courte, s'il vous plaît. Cette deuxième table ronde, elle est dédiée aux visionnaires, celles et ceux qui imaginent l'avenir, innovent, testent de nouveaux modèles et osent se projeter. Je vais vous demander, s'il vous plaît, monter sur ce plateau. Après les pionnières, oui, eh bien, ce sera les visionnaires. Oui. Après les pionnières, maintenant, les visionnaires. Sur cette deuxième table ronde, Mime Sidélé, Dominique Nixon et Cindy Véran qui sont avec nous, peut-être rejointes par Bertrand qui arrive. Merci mesdames d'être avec nous. Alors je le disais, cette deuxième table ronde, c'est la table de celles qui imaginent l'avenir et surtout qui innovent et testent de nouveaux modèles. Alors on va commencer peut-être avec vous, Mime Sidélé, peut-être présenter un petit peu votre parcours et surtout comment vous voyez l'avenir. Merci beaucoup. Déjà, je vous prie de m'excuser pour ma voix. Je suis pas dans mon état normal. Donc oui, mais écoutez, mon parcours, c'est le parcours de... Je suis devenue entrepreneur sur le tard, personnellement. J'ai été salariée pendant plus de 15 ans après ma scolarité. Et j'ai, je dirais, trouvé le courage tard. Et je suis très admirative des jeunes femmes qui se lancent beaucoup plus tôt. Moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, j'avais déjà plus de 40 ans, en reprenant une petite société. Ça a été un changement énorme dans ma vie, une énorme satisfaction. Alors évidemment, avec tous les hauts et les bas, les femmes qui sont passées avant moi l'ont rappelé, être entrepreneur, qu'on soit homme ou femme, d'ailleurs, ça n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est énormément de satisfaction au quotidien, énormément. Et je dirais que ce parcours d'entrepreneur, il m'a conduit assez rapidement à me poser la question du partage. Et c'est pour ça que je me suis impliquée finalement dans le MEDEF, un peu par hasard au début. Moi aussi, ça s'est fait de façon... C'est les circonstances qui m'y ont un petit peu emmenée. On sortait d'une campagne très très conflictuelle au MEDEF qui n'avait pas donné les résultats escomptés. Et finalement, j'étais un peu la troisième voie à l'époque. Curieusement, c'est comme ça que ça s'est un petit peu fait. Et ça montre d'ailleurs que les femmes inspirent confiance déjà. Souvent, on se dit, finalement, entre deux personnalités très fortes qui s'étaient opposées, elle, ce sera la troisième voie, ce sera consensuel, etc. Bon, c'était il y a 5 ans. Et le MEDEF m'a beaucoup fait grandir. Et c'est pour ça que j'incite toutes les femmes à s'engager quand elles le peuvent, parce qu'au-delà du partage, il m'a fait grandir, dans le sens où déjà il m'a amené à me questionner sur mon rapport aux autres et sur l'exercice du pouvoir. Et là, je veux quand même souligner que ça n'est pas un parcours semé de roses. Ça a été très difficile. C'est-à-dire s'imposer, parce que je vais quand même devoir donner le mot dans ce monde d'hommes, même si effectivement les hommes, comme l'a dit d'ailleurs Annie tout à l'heure, m'ont aidé à y aller, mais en se disant peut-être que finalement ça ira, ça va être sympa. Bon, eh bien, ça s'est pas exactement toujours passé comme ça. Il a fallu s'imposer. Et pour m'imposer, j'ai dû faire face justement parfois à pas mal de brutalité. Et ma réponse, ça a d'abord été de me former.
en fait, très rapidement, quand on réagit, quand on fait face à ce type de situation, et parfois les échanges ont été houleux, que ce soit avec l'extérieur ou avec l'intérieur de l'instance, eh bien, ça a été déjà de comprendre comment, en tant que femme, je pouvais encaisser et gérer tout ça. Et c'est la formation, finalement, et c'est le fait de se dire que voilà, j'avais 45 ans, et on apprend à tout âge de la vie. Ça a été de me former, d'aller essayer de comprendre comment je pouvais réagir à différents types de comportements, à des différents modes de communication auxquels je n'avais jamais été exposée auparavant. Et c'est le témoignage que je veux apporter aujourd'hui, c'est que oui, ça peut être compliqué, mais oui, il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Les associations comme les femmes chefs d'entreprise, elles apportent ça dans le sens où on trouve ce soutien et ce dialogue. J'ai trouvé beaucoup de soutien dans la FCE, dont j'étais membre avant d'être à la présidence du MEDEF. Mais en tout cas, dans mon parcours de présidence, et parmi les difficultés, je le reconnais très très simplement, auxquelles j'ai pu faire face, et le fait d'appeler à l'aide, de me faire accompagner, coacher, c'est ça qui m'a aussi aidé à prendre beaucoup de recul. Je suis très différente de celle que j'étais il y a 5 ans, et pour autant je suis toujours la même. Et donc aujourd'hui, voilà, je trouve un fort épanouissement personnel dans ce double parcours, à la fois de chef d'entreprise, mais aussi dans mon engagement public. Et donc voilà, c'est pour ça que j'appelle chacune à ne pas hésiter à s'engager. Et puis à rejoindre les femmes chefs d'entreprise, parce que c'est vraiment une association magnifique. Je dirais qu'il ne faut jamais sous-estimer la sororité entre femmes. Il y a des clubs d'hommes, ils le font depuis bien longtemps. Nous, on a attendu 1945 pour nous organiser, mais c'est pas trop tard. Au contraire, il faut se rassembler parce qu'on trouve énormément de soutien. La sororité, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, il faut être de plus en plus nombreuses. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Mime Sidélé. Avant de passer la parole aux 3 autres personnes avec vous sur cette table ronde, il y a d'autres témoignages qui vont être apportés grâce à ces différentes capsules vidéo que l'on va pouvoir découvrir ensemble. Marie-Émilie Dorner, fondatrice et dirigeante de l'agence La Métisse et également formatrice. On a tendance à penser en Nouvelle-Calédonie que l'IA concerne essentiellement les grands marchés et entreprises, alors qu'au contraire, c'est une chance immédiate. À la Métisse, nous l'utilisons pour analyser les données plus rapidement, pour automatiser des tâches répétitives et également pour la prise de décision éclairée. Cela permet aux entreprises de comprendre ce qui fonctionne vraiment et de rester focus sur leur activité principale. Elle permet d'alléger les charges mentales, de monter les équipes en compétences, et surtout de se concentrer sur des vraies valeurs humaines. Le frein, ce n'est pas la technologie, c'est surtout la peur d'être légitime. Innover, c'est un état d'esprit, et les femmes entrepreneurs calédoniennes l'ont déjà. Elles testent, elles avancent, elles s'adaptent. L'IA est essentiellement entraînée par les hommes. Sans vouloir un féminisme exacerbé, j'encourage grandement les femmes à l'utiliser et à l'alimenter afin d'en faire un outil plus humain, plus créatif et vraiment inclusif. Je souhaite un très très bon anniversaire au FCE Nouvelle-Calédonie et nous souhaite une très longue vie pleine de réussite et de belles rencontres. Je m'appelle Raphaël Danis, océanographe et entrepreneur industriel. De la Nouvelle-Calédonie à la Réunion, en passant par la Polynésie et Fidji, j'évolue entre le monde industriel et celui des océans. Avec OptiFluid, mon entreprise de chaudronnerie-tuyauterie, nous avons transformé les crises en moteurs d'innovation. Nos 70 collaborateurs dans 4 pays en sont la preuve. J'ai également cofondé Thanks for Her, une start-up océano-philanthropique qui cartographie 15 000 épaves de guerre contenant encore des millions de tonnes d'hydrocarbures. Ces bombes à retardement océanique menacent nos océans et nos économies. Nous développons des solutions concrètes, la modélisation des fuites, les anodes anticorrosion, la bioremédiation bactérienne. Finaliste du concours Innovation Outre-mer 2025 avec Thanks for Her, nous étions présents à l'UNOC, à Nice et à Monaco cette année. Cela démontre qu'une petite structure peut avoir un impact mondial. Notre moteur, c'est l'humain, transformer les crises en vecteurs d'opportunités, fédérer des talents pour protéger notre planète. Innover, c'est avant tout une aventure humaine. Aux femmes qui entreprennent, je dis osez. L'audace crée le changement, agissez local, impactez global. L'environnement et l'industrie ont besoin de têtes et de cœurs novateurs.
Bonjour, je suis Amandine Buduyer, donc gérante de la société Sisters Food. Comme pas mal d'entreprises, en mai 2024, nous avons tout perdu. Donc nous avions un outil de travail sur Vallée du Tiers et Païta. En très peu de temps, nous avons dû reconstruire rapidement, je dirais même en 3 mois, pour préserver les emplois et également préserver les contrats de travail que nous avions. Aujourd'hui, j'ai pu m'appuyer sur le réseau des femmes chefs d'entreprise pour me soutenir moralement, car ça a été quand même une période difficile. La reconstruction s'est faite en moins de 3 mois sur Zac Panda pour un laboratoire neuf et une diminution effectivement des emplois, puisque au lieu de 2 entreprises, nous sommes regroupés en une seule. Et également, il a fallu respecter toutes les nouvelles normes d'hygiène. Ça a été un combat également avec les assurances, car à ce jour, nous n'avons eu aucun remboursement. Donc on a dû faire avec nos fonds propres, malgré tout ce qu'on a subi. Ça a été très compliqué. Aujourd'hui, nous avons décidé de rien lâcher et de continuer à bâtir, car c'est ensemble qu'on peut réaliser les projets avec les femmes chefs d'entreprise. On avance ensemble, on grandit ensemble et on se soutient surtout moralement. On est tombé, on s'est relevé. Aujourd'hui, on a rebâti. C'est ça, être femme chef d'entreprise. Je souhaite un bel anniversaire au FCE pour les 40 ans. Beaucoup de choses ont été dites dans ces capsules. On a parlé d'intelligence artificielle, on parle aussi d'innovation. Évidemment, tout ça fait partie d'un regard visionnaire. Cette table ronde, c'est la table des visionnaires. On va continuer justement ce tour de table avec vous, Dominique Nixon. Voilà, bonjour. Superbe capsule qui effectivement montre bien la force et la bienveillance de notre réseau. Vraiment, bien expliqué dans ces capsules. Alors moi, je m'appelle Dominique, j'ai un parcours je suis calédonienne, née en Nouvelle-Calédonie, collège Magenta, donc collège Jean Lec, lycée La Pérouse. Tu parlais de la formation et en fait, chaque étape de ma formation m'a menée quelque part. Après mon bac au lycée La Pérouse, je ne savais pas du tout quoi faire. Donc mon papa, donc maman institutrice et papa ingénieur informatique. Donc mon père qui était dans l'informatique, ma fille, l'informatique c'est l'avenir. Donc il y a un BTS qui vient d'ouvrir au lycée Jules Garnier d'informatique. Donc tu vas t'y coller. J'ai dit bon ok papa, j'y vais. Et donc j'ai fait ce BTS informatique. Ensuite, j'ai voulu voir un petit peu le monde. Donc j'ai eu la chance de faire une école de commerce à Paris. Et j'ai fini mon cursus avec un master de commerce international aux États-Unis. Ensuite, donc j'avais un parcours tout tracé. Quand je suis rentrée, j'étais embauchée par la Westpac, qui est une banque australienne qui était sur le territoire à l'époque. Donc on m'avait fait un super plan de carrière magnifique. Donc j'étais dans le département international, donc vraiment très intéressant. Et puis, sauf que je m'ennuyais ferme. À chaque fois que j'avais une idée, je disais on pourrait faire ci, ça serait sympa pour les clients. Et à chaque fois, on me mettait à la place. Bon, à l'époque, il y avait beaucoup d'hommes dans la banque, ça s'est féminisé depuis, mais c'était extrêmement hiérarchisé. Et en fait, je ne pouvais pas m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer. Donc voilà, au bout d'un an, donc j'habitais toujours chez mes parents. Mon papa était actionnaire avec des copains d'une entreprise qui s'appelait la Vinotech, que Didier Leroux doit bien connaître de l'époque, forcément. Et la société allait dans le mur, perdait beaucoup d'argent. Et un soir à table, mon père dit allez, je vais racheter la boîte, elle est en train de couler. Et moi je dis je viens, je rachète avec toi. Et là, ma maman qui était institutrice, affolée, paniquée, me dit mais enfin, tu es à la banque, tu finis à 4 heures, tu as un plan de carrière tout tracé, tu pourras aller chercher tes enfants à l'école à 4 heures, c'est génial. Et je dis mais non, mais moi j'ai 24, 25 ans, je ne pense pas avoir des enfants. Voilà. Donc là, c'est l'innovation dans votre voilà, juste pour la petite anecdote. Donc on a racheté la Vinotech. Mon père m'a dit tiens ma fille, tu te débrouilles, je repars voyager. Et là, effectivement, je voyais côté financier. Alors effectivement, je savais faire un plan, une trésorerie, gérer les comptes, pas de souci, ça je savais bien. Sauf que j'avais oublié un paramètre, c'est que dans le monde du vin, il n'y avait pas de femmes et je
je n'étais pas du tout formée en œnologie, donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je me forme. Donc je me suis formée, je suis tombée dans la barrique, c'est devenu une passion. Et j'ai eu la chance donc de faire un métier passion et de pouvoir développer mon entreprise comme je l'ai fait par la suite. Intégrer l'innovation dans le secteur traditionnel. Alors là où je disais que la formation est vraiment, cruciale, c'est que quand j'ai fait mon BTS informatique, donc j'en ai pas fait mon métier, mais par contre l'informatique m'a suivi tout au long de chaque expérience en fait m'a suivi. Le cumul des expériences nous suit tout au long de notre parcours. Donc l'informatique aujourd'hui, quand je développe l'ERP de mon entreprise, donc le logiciel de gestion de mon entreprise, je sais exactement ce qu'il faut qu'il décrive, le parcours client, le parcours fournisseur. Quand il y a un bug, c'est-à-dire une erreur dans le système informatique, je sais le décrypter, je sais débugger, je sais m'exprimer auprès des informaticiens pour décrire mes besoins. Et pareil pour la banque. Aujourd'hui, mon parcours de banque me permet, quand je suis devant mon banquier, je me mets dans ses chaussures et je sais négocier avec mon banquier. On va passer la parole maintenant à Madame Cindy Véran. Justement, vous, dans vos activités, quelle forme d'innovation vous mobilisez le plus ? Déjà, bonjour à tous. Mon activité, déjà, je fais du contrôle médical des arrêts de travail principalement, mais également tout ce qui est secteur psychologue au travail et assistante sociale avec des collaboratrices exceptionnelles. Sur le parti innovation si vous voulez, c'est quelque chose qui est peu connu et qui est un peu stressant pour plein de monde de faire ce type de métier sur la santé et sur le contrôle médical. Et le fait qu'on veuille un peu bousculer le monde de la santé en entreprise, ça a été vu finalement pour beaucoup un peu prise de risque. Mais en même temps, moi je croyais fermement en cette importance de mettre la santé au cœur du développement des entreprises. Et alors justement, peut-être un exemple concret de projet d'innovation que vous avez mis en place dans votre secteur. Alors il y en a plusieurs. Exemple concret, le plus innovant, parce que finalement on n'a pas de technologie pure, hein, encore une fois on parle d'humain à humain, c'est justement essayer d'étendre tous ces services et les regrouper sur... comment vous expliquer ça simplement? C'est dur d'expliquer simplement des choses assez simplement, surtout quand on parle de ces secteurs-là, c'est-à-dire qu'en fait, on a essayé de faire comprendre par les relations entre les médecins, les psychologues et les équipes auprès des chefs d'entreprise qui souvent n'ont pas cette vision de voir pourquoi est-ce que la santé doit être là. On a essayé de remettre ça notamment par une simplification, par des formulaires en ligne, par des échanges téléphoniques, par tout un système. Et en termes techniques, nous, ce qu'on a fait, c'est pour fluidifier le contrôle médical. Quand j'ai racheté Medical Partner Control il y a 5 ans maintenant, tout était par papier. C'était du papier, la traçabilité papier. On a tout informatisé avec des systèmes où c'est par les tablettes et les smartphones que le contrôle se fait immédiatement pour gagner du temps. Pourquoi est-ce que la force, c'est la rapidité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut battre des records de faire un contrôle médical en moins de 2 heures. Entre le moment où on reçoit une demande et le moment où on renvoie le rapport de contrôle, on peut faire 2 heures. Moyennement, c'est 12 heures à 24 heures. Et ça, voilà, on a innové un système qui était un peu archaïque. Et alors justement, on a vu plusieurs capsules avant que débute cette table ronde. Il y a forcément des choses qui font écho avec vous. Oui, forcément. Sur chacune, je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Amandine, notamment sur les événements de mai 2024 qui ont été très compliqués pour beaucoup d'entreprises pour se redresser avec les assurances ou tous les événements pour les salariés qui ont beaucoup perdu leur travail. Moi, je rebondis sur ça parce que ça parle. Nous, on est beaucoup intervenus l'année dernière pour soutenir les salariés en entreprise. Ça a créé beaucoup de conséquences, beaucoup de licenciements. On a accompagné autant les salariés que les gérants parce qu'on oublie un peu que le gérant, lui, il n'a pas de soutien, il est un peu seul et laissé à lui-même. Donc ça me porte écho, effectivement, ce point-là. Mais également, pour les femmes, cette idée d'oser se lancer, ce que disait Marie-Émilie, c'est oser y aller sur l'IA, oser aller sur l'innovation, oser bousculer un peu les codes. Donc ça me parle, tous ces éléments-là. Avant de continuer, évidemment, on va passer la parole aussi à Bertrand Courte. Vous apportez, vous, un regard complémentaire.
comment vous définissez justement cette manière de se projeter dans l'avenir pour l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin peut-être. Pour les femmes. Pour les femmes. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a quand même quelques hommes un peu parsemés par-ci, par-là. Bon, j'ai prévu de dire que des belles choses sur les femmes et les femmes chefs d'entreprise. Je crois que vous avez intérêt. Ne vous inquiétez pas, parce que vu le nombre, on est clairement en infériorité numérique. On est au 5e étage de la CCI. On ne va pas jouer. Et puis merci à l'association Femmes Chefs d'entreprise, merci à Barbara de m'avoir appelé, à Dominique également d'avoir assuré le lien, la logistique, etc. etc. Juste un petit mot là-dessus. Je trouve que c'est une association et un réseau qui est absolument fabuleux, qui est hyper dynamique. Que souvent, enfin peut-être tout le temps, les réunions se passent au MEDEF peut-être, et quand on les voit arriver, on sent le noyau dur, il y a un noyau dur quand même, et puis il y a tout le temps des nouvelles personnes, des nouvelles têtes. Et quand on constate ça, on se dit tiens, il y a un truc qui marche, il y a une mayonnaise qui a pris dans ce groupe-là, et il n'y a rien qu'à voir ici la salle qui est quasi pleine et pleine de femmes chefs d'entreprise, donc bravo à toutes. Voilà, bon, je commence bien. C'est bon, vous êtes fait des amis. Alors, c'était quoi la question ? Une réaction peut-être aux capsules que vous avez vues de ces 3 différents témoignages. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir ? Alors, concernant l'intelligence artificielle, l'innovation, tout cela. Ouais, l'intelligence artificielle, c'est bateau ça maintenant. On va parler, je pense, un peu des femmes. Et puis ma vision que j'ai aussi peut-être un peu dans le rapport avec la femme au niveau professionnel et en tant que collègue, chef d'entreprise. Mimsi l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est une vérité, c'est pas très simple pour les femmes. Bon, je rassure, c'est pas simple forcément pour les hommes non plus. Il y a des complexités un peu partout. Mais c'est vrai que ça reste encore un monde chef d'entreprise encore très masculin. Nous, on le constate, je ne sais pas pourquoi, on ne fait pas la sélection. Dans nos adhérents au MEDEF, on a le COMEX, on a à peu près une 40aine de personnes. Je pense qu'on doit avoir 5 femmes autour de la table, 5-6 femmes. 8, pardon, 8. Mais elles sont très présentes. On doit avoir 8 femmes. Donc ça montre un peu encore l'évolution qu'il doit y avoir, qu'il peut y avoir. Et pour ça, il faut que les femmes n'hésitent pas. Peut-être souvent, elles sont, contrairement peut-être à l'homme, c'est là où il ne faut pas que je dise trop de conneries. On a tendance, peut-être nous, on a peut-être moins de codes. Des fois même moins d'éthique, on va le dire. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'ambition, un brin de folie. Souvent, la femme est plus raisonnée que l'homme. Elle monte son plan, elle monte son prévisionnel, son projet d'entreprise, jusque dans le moindre détail. Ça, on ne sait pas faire, nous, les hommes. C'est souvent pour ça, d'ailleurs. Moi, j'ai une secrétaire générale au bureau, c'est une femme. J'ai beaucoup de cadres, c'est des femmes, parce qu'elles font ce que je ne fais pas. Ce que je n'aime pas faire, et ce que je fais très mal. Donc il y a une vraie complémentarité là-dessus, il ne faut pas les opposer, mais il faut que les femmes, je pense, aient tendance, plutôt qu'à taper à la porte, il faut foutre un grand coup de pied dedans, puis il faut défoncer la porte. Il ne faut pas hésiter à y aller, parce que malheureusement, et vous avez pu le constater, personne ne vous donnera votre place. Ça, c'est clair. C'est le monde de l'entreprise. Bon, il n'y a pas de jeunes ici, je ne vais pas les décourager maintenant, mais c'est la jungle. Quelque part, c'est la loi du plus fort. Il n'y a pas de place pour le faible, il n'y a pas de place pour celui qui n'y va pas et qui ne bouscule pas les choses. Après, on l'a vu dans les capsules, par exemple celle de Madame Bidouillet, cette force qu'il y a à rester, enfin, cette résilience, c'est très touchant le témoignage qu'elle a apporté avec le fait de se relever, de rester, d'innover, parce que l'innovation, finalement, on ne parle pas que d'intelligence artificielle, on a parlé d'intelligence artificielle, évidemment, mais on parle aussi du fait de changer, d'oser penser différemment. Ça, c'est une qualité que les femmes ont plus que les hommes, Bertrand ? Il y a, je pense, plus de souplesse dans la réflexion intellectuelle chez la femme. L'adaptabilité ? Peut-être plus d'adaptabilité aussi, plus de souplesse, l'adaptabilité, peut-être aussi des fois un peu plus de résilience devant la difficulté. C'est ce que je constate. Elles sont souvent un peu plus tenaces que nous et on a tendance, nous, peut-être des fois un peu à se réfugier derrière nos femmes au bureau. Pour nous... Allez, vas-y, pousse-moi un peu, s'il te plaît. Ou non, tire-moi un peu, pardon. mais je constate ça, effectivement. Vous avez peut-être envie de réagir aux propos, Mimsi Délé ?
Oui, moi j'ai une anecdote en tête qui date un peu du Covid, parce qu'on s'est beaucoup vu à l'époque avec les FCE sur cette période qui a été très difficile. On a eu une de nos adhérentes qui était à la tête d'une entreprise de transport de passagers sur Tontouta. Évidemment, son activité s'était complètement effondrée, arrêtée, tout simplement. Et donc, la première étape, ça a été d'en parler. On a été là pour l'écouter, l'épauler, et puis rapidement l'aider à réorienter son activité vers le transport de marchandises. En fait, à l'époque, tout de suite, l'idée, c'était, et la force du groupe, ça a été de l'accompagner vers le fait que ce soit possible de faire autre chose, ce qu'elle a ensuite mis en place assez rapidement. Mais c'est aussi ça la force du groupe, c'est de pouvoir rebondir, c'est pouvoir faire jouer son réseau, c'est aussi des choses qui sont extrêmement puissantes. Et voilà, ça c'est la force de ce réseau-là. Donc ça c'est un bon exemple, c'est une anecdote que j'avais en tête. Et je rebondis aussi sur Cindy et son activité. Je pense que dans ce qu'elle a mis en place, il y a une nouvelle lecture quelque part du monde du travail qu'elle est une des premières à avoir réussi, par exemple, à appréhender. Le monde du travail évolue vers davantage de prise en compte de la situation des salariés, de leur santé, de leur bien-être au travail. Et les outils qu'elle met en place, un peu, mais là, elle est véritablement pionnière. On est à la fois visionnaire, mais aussi pionnière, parce qu'elle est une des premières à le faire, à mettre en place ces outils de demain qui prennent en compte, en fait, le fait que dans la productivité au travail, il y a une grande partie qui est liée au bien-être et à la santé du salarié. Donc voilà, moi je dis, c'est véritablement là-dessus que on retrouve quelque part parfois cette lecture de la société, de ses besoins. C'est vrai que les femmes souvent sont au sein de leur foyer, de leur famille, déjà à l'affût des besoins déjà de leur famille, de leur univers proche, mais du coup c'est des qualités et des forces qu'on peut retrouver dans notre vie professionnelle, dans la lecture qu'on a de la société, du marché, et peut-être un petit coup d'avance parfois, et je pense qu'elle a un coup d'avance. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça peut-être Vous êtes une des plus jeunes femmes chefs d'entreprise, en tout cas qui avait rejoint l'association. Justement, la première table, c'était la table des pionnières. Là, on est sur la table des visionnaires. Vous en faites partie. En première table, on a parlé d'héritage. Quel héritage vous avez, vous justement, de ces femmes pionnières ? Ça fonctionne, oui. Sans ces femmes, j'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, ça c'est certain. Mais faire partie d'une association comme Femmes Chefs d'entreprise délégation Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment un tremplin pour un développement et professionnel et personnel. Parce que tout à l'heure, on a eu la chance d'écouter Annie, mais il y a Marie-Claire ou toutes ces personnes qui sont là depuis bien plus longtemps, sont de conseils, d'exemples, rassurent aussi effectivement par le passé qu'elles ont pu vivre, notamment dans les périodes de troubles qui malheureusement des fois reviennent. Ça peut nous aider parce que concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est très compliqué par moments. Elles ne peuvent pas être avec nous au quotidien, mais le fait de se voir et de se soutenir sans aucun jugement, parce que c'est quelque chose qui est très important, et je pense que je ne sais pas comment ça se passe dans les regroupements d'associations masculines, quelles sont les interactions entre les hommes. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'association, il n'y a jamais de jugement, il y a toujours de l'entraide, on ne cherche pas à court-circuiter ou piquer une idée de quelqu'un, c'est toujours de la bienveillance, et ça donne beaucoup de force. Donc, voilà. Oui, on a entendu l'entraide dans le discours de Mimsi, et le fait de continuer à innover, en tout cas par votre réseau, le fait de se donner des idées, ou en tout cas de s'épauler. Est-ce que parmi l'assistance, il y a des personnes qui souhaiteraient réagir aux capsules vidéo qu'on a pu voir ou aux propos qui ont été tenus lors de cette deuxième table ronde ? Des questions, peut-être des réactions ? Ah, Bertrand. Ouais, non, juste pour répondre à Cindy sur ce qu'on fait, nous, quand on est entre hommes. J'avais justement peur. Je pense que les femmes seraient non pas surprises, parce que vous savez comment on fonctionne un peu dans la tête. Mais alors, des fois, peut-être, alors c'est peut-être ça aussi, il y a une différence. Peut-être que nous, des fois, on peut être enclin à piquer l'idée de notre voisin. Ça peut arriver, malheureusement. Ça peut arriver, ce qui arrive peut-être moins chez les femmes. C'est un peu, on est plus souvent, l'homme est dans une espèce de compétition.
Hein, c'est dans la compétition. La femme, c'est pas qu'elle n'est pas dans la compétition aussi, puisqu'elle fait son truc, mais elle est moins prête à se battre avec son voisin, même juste sur un plan purement économique. Hein, les hommes se font pas de cadeaux entre eux là-dessus. Hein, il y a une vraie différence. J'entends chuchoter dans la salle. Une réaction. Bonjour à tous, je suis calédonienne, je suis là. Et ce que j'entends me plaît et me plaît à moitié, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. En fait, les femmes, elles ont aussi des griffes. Sauf qu'elles sont plus malignes pour pas forcément que ça soit elles qui griffent. Donc, ce que je veux dire, c'est que concrètement, il faut s'attacher à l'humain avec un grand H et savoir se connecter aux gens qui ont la même vision que nous, que ce soit des hommes ou des femmes. D'ailleurs, votre présence, ça veut bien dire quelque chose, comme celle de mon voisin qui est à ma droite. Il faut savoir se connecter avec les gens qui ont la même vision et qui ont un même objectif, tirer la société vers le haut. En tout cas, c'est ma vision, donc du coup, je me rapproche des gens qui sont comme moi. Mais par contre, je sais très vite reconnaître les gens, hommes ou femmes, qui sont à l'opposé, ce que j'appelle les petits darvadors. Okay ? Et dans ce sens, il faut savoir les identifier et faire son chemin à travers tout ça. Et savoir créer du lien, avoir un réseau avec des gens qui ont la même vision. Dominique Nixon. Quelque chose qu'on doit aborder et je pense quelque chose qu'on s'approprie différemment en tant que visionnaire, la génération d'après, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc c'est quelque chose qui est très connu chez les femmes chefs d'entreprise, mais pas probablement dans les instances politiques ou autres également. Aujourd'hui, je pense que grâce aux outils qu'on s'approprie, donc la nouvelle génération, et notamment les outils numériques, ce syndrome de l'imposteur, on doit en faire une force, c'est-à-dire ça nous force à être beaucoup plus perfectionniste. Tu disais tout à l'heure à juste titre qu'on est très perfectionniste dans nos analyses d'entreprise et tous ces outils aujourd'hui qu'on sait approprier nous aident à faire face à ce syndrome de l'imposteur et le transforment en force. Mime Sidélé. Oui, et pour répondre à Bertrand, et aussi lever un voile sur ce qui se passe dans les réunions femmes chefs d'entreprise, qui sont les visiteurs du soir et du midi. Bah justement, c'est souvent des gens qui viennent nous coacher, nous ouvrir sur des thématiques. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion, et ça, je rebondis sur le syndrome de l'imposteur, effectivement, que les femmes ressentent souvent, c'est-à-dire est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je mérite d'être là. Et c'est vrai qu'on sollicite souvent, et je pense qu'on a cette facilité à se former et à essayer de progresser à tout âge de la vie, et ça il faut continuer de le faire, à s'informer sur des nouvelles façons de faire, à se faire coacher, à se faire aider, et donc ça c'est aussi je pense que c'est aussi une force. Oui, Bertrand parlait de la compétitivité, ou en tout cas la compétition entre les hommes, entre les femmes, c'est plutôt ce que vous ressentez plutôt, c'est le challenge, le fait de se challenger et de s'entraider. Je vous ai vu réagir aux propos qui ont été tenus. Alors, moi, j'aurais presque tendance à pousser un peu plus l'idée, c'est que entre les femmes, on aura plus souvent tendance, attention, hein, c'est pas systématique, hein, je suis d'accord, hein, mais on aura plus souvent tendance à se soutenir, ce qu'on peut parfois appeler la solidarité féminine, et voire même dans le monde de l'entrepreneuriat, on aura presque envie nous-mêmes de nous défier face aux hommes, comme si on avait ce sentiment de devoir se sentir plus légitime. On aura plus tendance à piquer une idée à un homme qu'à vouloir piquer une idée à une femme. Donc on le fait aussi, hein, ça peut nous arriver. Mais en fait, on aura un peu cette envie de trouver sa place et donc de vouloir un peu redresser les épaules, se tenir un peu plus droite et puis dire moi j'y vais face aux hommes et j'ai pas peur, si j'ai peur mais je vais pas le montrer, d'assumer ma place. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient poser des questions ou réagir aux propos? On a une dame qui souhaiterait réagir. Bonjour, je m'appelle Françoise Roy-Msim et je rebondis un petit peu. D'abord, merci d'avoir organisé cette matinée et de fêter vos 40 ans, parce que je pense que c'est excellent et c'est une excellente vitrine aussi. Et Mimsi l'a évoqué et je pense que le MEDEF l'a mis en place. Moi, je m'occupe beaucoup des jeunes. C'est ma formation première. Et je trouve que ce que vous faites, ça doit être diffusé assez tôt chez les jeunes. J'en suis un relais quelque part.
parce que le système éducatif aujourd'hui que je viens de quitter, parce que j'ai pris ma retraite d'éducation nationale, mais quelque chose que je ne supportais plus, c'était cette pseudo-équité qui n'existait pas, ce qui fait que les femmes, les jeunes filles, elles ne se sentent plus forcément dans la réussite. Elles peuvent avoir presque honte aujourd'hui. Je pense que vous devez entendre parler vos enfants de ça. C'est qu'un élève qui est excellent, et encore plus une fille en cours, eh ben, elle va courber les épaules. Et je me dis que votre intervention et vos interventions, elles doivent être essentielles pour aider à se redresser un petit peu et être fière et avoir envie d'affronter et de réussir plus tôt, pas à la fin de ses études, déjà au début. Et de vous montrer en fait en exemple, je pense que c'est important. Même si Oui, bah, alors ça, typiquement, merci de le mettre un peu en lumière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives actuellement vers le mentorat, notamment, et le fait d'accompagner les jeunes dès le plus jeune âge vers l'entrepreneuriat. Il y a les initiatives comme les petits entrepreneurs au niveau de la CCI, il y a les initiatives du gouvernement avec les stages qui ont été mis en place en entreprise pour tous les élèves de 3e, qui est une première étape, mais qui doit se développer. Il y a plus récemment, je vois Julie dans la salle, la caravane de l'entrepreneuriat, qui a été une initiative du lycée Jules Garnier pour apprendre aux élèves partout autour du territoire, jusque dans les tribus, ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce que le plafond de verre, alors on parle souvent du plafond de verre féminin, mais il y a aussi un plafond de verre de l'entrepreneuriat qui fait peur en fait beaucoup à la jeunesse de façon générale. Et vous voyez, moi-même, j'ai attendu un long moment avant de me lancer, aussi un peu par appréhension, très, très clairement. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde et qu'il ne faut absolument pas se limiter. Mais ça va demander en effet de l'accompagnement, du coaching. Et là, on est tous engagés au niveau du MEDEF, évidemment, hommes, femmes, et ça s'adresse à tout le monde. Et donc, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à accompagner des jeunes dans leurs projets et leur parcours entrepreneurial. Et je pense que c'est une très bonne chose pour les années qui viennent. Et on sent beaucoup d'intérêt de la jeunesse calédonienne pour l'entrepreneuriat. Et ça, je pense qu'il faut continuer de le pousser parce que c'est une question d'avenir pour notre économie. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans l'assistance? Je vois Julie et une autre dame juste devant. On a 2 réactions juste ici, Magali. Alors, il y a 2 personnes. Alors, il y avait Julie derrière, Julie Nkeli. À lever la main. Voilà. Du coup, alors moi, c'est pas Julie. Non, mais c'est parce qu'elle est juste derrière vous. Est-ce que c'était d'abord Julie? Non, c'était... Allez-y. Alors du coup, Christelle Berger, moi j'interviens très rapidement, je m'occupe du mentorat, d'un programme de mentorat à la province Sud. Alors un joyeux anniversaire au FCE et puis un immense merci du fond du cœur au FCE, au MEDEF, à la CCI, parce que justement à la province Sud, on a mis en place un programme de mentorat qui est un modèle école-entreprise pour des jeunes dès la 5e qui sont accompagnés par des mentors jusqu'au bac. Et donc, on a des mentors à l'ECCI, au MEDEF et au FCE. Et vraiment, c'est un très, très beau programme qui permet justement d'amener l'entreprise, d'amener le monde du travail auprès des jeunes. Et le fait de commencer très tôt. Donc là, la première promo arrive en 3e. Les mentors ont beaucoup aidé pour accueillir les jeunes dans leurs entreprises. Et du coup, merci à tous ceux, toutes celles qui s'engagent. Alors j'en profite, je lance un petit appel pour 2026. Donc j'ai vu qu'il y a réseautage dans le programme. Donc je suis là pour celles qui... Ceux et celles qui ont envie de venir. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Oui, en effet, juste après cette table ronde, il y aura un temps de café. Ce sera aussi l'occasion de faire connaissance pour ceux qui ne se connaissent pas, réseauter et justement faire des appels pour les mois et les années à venir. Julie, on vous écoute. Bonjour à toutes. Je parle africain, c'est super parce qu'en fait, on s'est déjà parlé de mentorat. Donc moi, je suis Julie Mikeli, je suis enseignante au lycée Jules Garnier et je suis en charge d'un programme qui s'appelle le parcours entrepreneur qu'on a monté l'an dernier. On a commencé avec les classes de seconde. Donc on fait ce programme-là, c'est comme un incubateur d'entrepreneuriat à l'école, de la seconde à la terminale.
Donc là, actuellement, on a deux promos. Donc une classe de seconde, une classe de première. L'année prochaine, nous aurons donc 3 promos, puisqu'il y aura une nouvelle classe de seconde qui va entrer. Moi, je voulais insister vraiment sur ce que dit Mimsi. Dans ces 3 ans, la première année, c'est dédié à l'idée. Donc on cherche les idées, on passe par les irritants, et puis les jeunes arrivent à trouver des idées. Ce sont des... Pardon. Sur l'année de première, on a fait du mentorat. Alors pour le coup, du mentorat entrepreneurial à l'école, donc grâce au MEDEF notamment. Et à la FCE, on a des mentors qui viennent tous les mois aider les jeunes à faire leur business plan. Et donc sur la 3e année, normalement, on a une année qui est vraiment dédiée à l'analyse financière pour que les projets puissent aboutir. Alors effectivement, ce qu'on constate, alors particulièrement au lycée Jules Garnier, c'est que les femmes, les jeunes filles, ont énormément d'énergie, de projets. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas. Enfin, les jeunes hommes n'en ont pas. C'est pas ça. Je dis juste qu'elles ont un pouvoir, un impact qui est vraiment exceptionnel. Donc il faut qu'on les accompagne, vraiment, qu'on arrive à les mettre en avant. Ce sont alors à Jules Garnier particulièrement, des populations de jeunes filles qui culturellement sont éloignées du modèle entrepreneurial, mais qui ont envie. Donc là, vraiment, vous, les femmes chefs d'entreprise, avez un grand rôle à jouer dans l'accompagnement de ces jeunes filles. On vient effectivement de faire un tour de Calédonie avec la caravane de l'entrepreneuriat. On est allé en collège, en lycée, en tribu. Moi, je peux vous donner deux points parmi tout ce qu'on a vu. Mais c'est qu'effectivement, les filles sont très dynamiques. Et plus elles sont jeunes, et moins elles ont de problématiques de gêne, etc. Donc ce qu'on constate, c'est qu'on a, alors, à Canala, entre autres, on était avec Lydia, on a eu des groupes de filles incroyables en 6e, 5e, avec des idées vraiment incroyables. Donc ce qui prouve qu'en fait, les jeunes, si on arrive, alors peut-être aussi avec les petits entrepreneurs, si on se regroupe tous, en fait, notamment à l'école, on peut arriver à développer des générations d'entrepreneurs. Alors, encore une fois, hommes et femmes. Et les filles attendent beaucoup aussi de l'accompagnement. Si elles ne se lancent pas, c'est qu'elles ont peur. Elles ne sont pas accompagnées, mais on le voit en mentorat, dès qu'elles sont accompagnées, en fait, elles peuvent faire des choses extraordinaires. Donc on compte vraiment sur vous. Enfin, c'est un appel pour nous aussi. Mais voilà, on a besoin de vous. Aujourd'hui, la caravane de l'entrepreneuriat a diffusé un peu les graines de l'entreprise sur le territoire, à l'école. Maintenant, il va falloir qu'on réponde présent. Voilà. Nous, on ne pourra pas tout faire au niveau de l'éducation, mais si on est avec vous, ça peut marcher. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une autre réaction dans le public, mais avant de la faire réagir, peut-être Dominique et ensuite la jeune femme. Merci Julie. Je veux quand même ramener un petit peu de réalité économique. On est des chefs d'entreprise, d'abord, avant tout. Et comme vous le savez, le propre du chef d'entreprise, c'est de manquer de temps, malheureusement, surtout en période de crise. Pour autant, on adore tous ces sujets. Ça fait vraiment partie de notre ADN d'essayer de transmettre et d'essayer de susciter des vocations. On intervient le plus possible effectivement dans tous ces programmes autant qu'on peut. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Si on peut, l'idée c'est si on peut être mentor ou susciter des vocations et dans nos interventions, si on peut dire à toutes ces jeunes filles que si elles veulent décrocher la lune, elles peuvent décrocher la lune. C'est pour nous, on aura gagné effectivement. Une réaction devant et ensuite. Oui, merci Dominique pour ça. Justement, je voulais rebondir sur le fait que lorsqu'il y a la semaine de l'entrepreneuriat au féminin à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, il n'y a jamais un manque de volontaires pour intervenir dans les écoles, dans les établissements scolaires. Je pense que cette envie de transmission que nous portons au sein des FCE, c'est ce qui nous motive aussi à voir plus grand. On voit toujours au-delà de nos entreprises. Et je tenais aussi à saluer l'initiative portée par Raphaël. Donc, on l'a vu dans les capsules vidéo, parce qu'au cours de ces 8 années, je suis membre des femmes chefs d'entreprise depuis 8 ans, j'ai toujours vu notre engagement auprès de l'impact social et environnemental de nos entreprises. Donc, en fait, cette sensibilité qu'on a sur notre place au sein de la société, l'engagement qu'on porte, se reflète aussi par le soutien que l'on porte à toutes ces initiatives. Donc, je tenais à saluer ça aussi comme étant un des points forts de notre association.
Le temps que la parole arrive, peut-être Bertrand. Ce que je voulais dire, c'est que concrètement, l'entrepreneuriat, il faut qu'on développe une culture de l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes des exemples patents de ce que ça doit être à la fin. Et en fait, c'est que le début de votre histoire, finalement, c'est une continuité. Mais ça commence au lycée, au collège, en primaire. Pas plus tard que la semaine dernière, à côté du marché de Nouméa, il y a eu tout un dispositif de multiples écoles autour de l'entrepreneuriat en école primaire. En fin de compte, si on veut une société qui change, c'est effectivement auprès des enfants qu'il faut commencer pour la société de demain, d'autant plus que les enfants mobilisent les parents, qui mobilisent aussi les grands-parents, etc., etc. Tout ce que je veux dire, c'est que concrètement, là, c'est la finalité, mais en fin de compte, il faut lancer les graines dans les esprits des enfants pour qu'ils soient capables de comprendre qu'ils peuvent aller au bout de leurs idées et que quelque part, il faut toujours aller là où on a envie d'aller au bout des choses pour leur donner des ailes. C'est ce qu'il faut faire et vous êtes un parfait exemple, mais finalement, chacun d'entre nous ici, vous n'êtes pas que des experts et des sachants, on est aussi des sachants et par notre savoir-être, on peut donner une impulsion aux gens qui nous entourent. Parce que mine de rien, même quand on n'y pense pas, on est observé. Voilà. Par nos jeunes, même qui sont dans la rue. Vous souhaitez réagir, Bertrand? Compléter. Hein, la transmission, je pense, bon, c'est à l'école, oui, bien sûr, mais c'est à la maison aussi. Ah, pardon, désolé. Tu compléteras. C'est aussi à la maison. Moi, j'ai la chance d'être un héritier au départ. Hein. Je veux dire, c'est presque... les chaussons n'étaient pas là quand même, parce qu'il avait pas... Mon père n'avait pas tendance à mettre les chaussons sous la table pour qu'on s'y installe bien tranquillement. C'était pas du tout ça. Mais donc lui, qui n'était pas prédestiné à être chef d'entreprise, puisque mes grands-parents étaient plutôt... De catégorie très 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 modeste. À grand-mère, elle faisait des ménages et mon grand-père, lui, il travaillait chez Simca, donc un concessionnaire fabricant automobile. Il a créé une société, etc. Et à la maison, avec lui, il n'y avait jamais de il n'y avait jamais de cadeaux gratuits. C'était des récompenses. Bon, laver les voitures, etc., etc. Et à partir de 10 ans, je m'en souviens, c'est pas qu'il m'a traumatisé là-dessus, mais c'était assez traumatisant, le premier job. Hein, on a commencé à travailler, il nous faisait travailler à mi-temps pendant les vacances scolaires, que ce soit les 1 semaine, 2 semaines, ou les grandes vacances si on ne partait pas chez les grands-parents en métropole. Et je me souviens, le premier job, celui-là, il m'a marqué, c'était nettoyer les voitures des gardiens du vigilant. Je peux vous dire que les voitures n'avaient pas été nettoyées depuis longtemps. Et les gardiens, en tout cas de l'époque, ils ne faisaient pas très attention quand même. Il y avait une couche de crasse comme ça sur le tableau de bord, il y avait des sandwichs pourris sur le siège, des chewing-gums collés partout. Avec mon frère, on faisait ça tous les matins et c'était une horreur. Après, on est monté en grade. Hein. On a eu le droit d'aller à la clim et rouler des pièces pour Vigifond. Après, on était super heureux quand on a passé le permis de conduire. On a pu faire coursier à Vigipli. Après, le Graal, c'était transporteur de fonds à Vigifond, avec le pistolet sur le côté. Ouais, là, c'était pas mal l'uniforme. Mais on avait appris, en fait, je veux dire, on vivait entreprise tout le temps. Bon, à la maison, il parlait entreprise. On a fait, je crois, avec mon frère, on a dû faire dans les sociétés, on a fait tous les postes. Même à Nouméa Archives, on a déménagé les archives. Je me souviens des archives de certaines banques, je tairai le nom, avec des rats dessus. C'était horrible. Mais on a tout fait les postes et il nous a transmis, en fait, hein, ce côté entrepreneuriat. Il nous a transmis aussi le fait, j'allais dire, le goût du travail, et en tout cas le rapport de l'effort au résultat. Et après, quand est venu le moment, en plus, lui, il était malin parce que, bon, comme c'est mon frère et moi, par cœur, l'un a un tempérament plutôt réservé, assez mathématique, l'autre est plutôt très expansif, très expressif. Vous voyez où vous classez l'un et l'autre, hein, je pense. Je vais faire arrêter Bertrand parce que non, il faut quand même garder en tête que tout le monde n'a pas cette culture à la maison. Oui. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important, effectivement, que l'école aussi s'implique. Je suis d'accord avec toi, Bertrand, mais il faut que l'école s'implique.
Peut-être pour conclure, ce sera avec vous, Cindy. Je vais juste faire un petit mot aussi. Être entrepreneur, chef d'entreprise, c'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire que c'est une question malgré tout de personnalité. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise. Il y en a qui n'ont pas du tout envie d'accéder à ce type de métier parce que ça reste un métier. Être chef d'entreprise n'est pas être meilleur que les autres, c'est juste une envie. Effectivement, il y a l'éducation, il y a l'école, et puis il y a aussi l'envie de se dépasser soi-même. Donc il y a malgré tout une question de se challenger aussi, et ça nous appartient qu'à nous. Tous les jours, voilà, de ce on qu'on ne a peut pas entendu demander depuis qu'aux ce matin. autres. Hein. Voilà, c'est aussi se prendre en main parfois. On arrive à la fin de cette table ronde. Il y avait Daniel juste qui voulait faire un petit commentaire avant pour conclure. Daniel Brodelaillé, on vous écoute. Oui, c'était simplement par rapport à la question du plafond de verre que vous évoquiez tout à l'heure, et également des freins que les femmes pourraient avoir, ou les jeunes femmes, à se lancer. Je crois qu'il y a un constat aujourd'hui, et c'est bien qu'on ait 2 sponsors, donc 2 banques en sponsor également. Le constat aujourd'hui est qu'une entrepreneuse calédonienne a 3 fois moins de chances qu'un homme d'obtenir un prêt bancaire de plus de 5 millions de francs CFP. Donc c'est un frein également important, et c'était important de le souligner, je pense. Merci Daniel. On arrive déjà donc au terme de cette 2e table ronde. Merci pour ces partages. On voit que les visionnaires d'aujourd'hui transforment concrètement, on l'a entendu, alors avec beaucoup de témoignages ici, mais aussi dans l'assistance. Alors, on vous propose maintenant de passer à un temps de réseautage. Il y a eu justement peut-être un mot de vous, Barbara, avant, mais on va maintenir ensemble ce temps d'échange. Oui, je voulais juste signaler que dans l'après-midi, la suite des événements, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de visiter 3 de nos entreprises. Elles sont situées sur Ducos. Vous avez la mienne, qui est à Socométal, qui est dans l'industrie, la chaudronnerie. Nous avons choisi aussi le secteur un peu plus santé-commerce avec Centre Optique à Ducos, et le commerce avec la Vinothèque à Ducos. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Et comme ça, on vous compte parmi nous. C'est entre 14h et 15h. Voilà, merci et profitez bien du réseau, du café et des croissants.